il faut neutraliser Atangandi. Parce qu'aujourd'hui, il est l'homme qui disperse toutes les énergies, qui recrute même, qui divise les partis de l'opposition. Il faut le neutraliser et il faut prendre, n'est-ce pas, en conscience que la préfectorale est un danger. Parce que c'est l'administration préfectorale qui parfois prend le dessus sur Elekam. Vous avez vu le ministre Atangandi convoquer le DG de Elekam. Quand on voit l'état des rapports de force en présence, on est en face d'un côté d'un ordre, d'un système gouvernant aussi vieux qu'il est robuste et rusé, qui a accumulé des années d'expérience, non seulement dans la compétition politique, mais dans toutes les formes de magouilles possibles, qui a développé une véritable technologie, non seulement de la répression, mais aussi une technologie de la fraude, qui permet qu'au vu de la configuration, il est très difficile à un parti politique de l'opposition de pouvoir y aller seul. Vous avez un ordre politique qui a à son contrôle non seulement les 360 communes, dont les 360 sous-préfets, les 58 préfets, les 10 gouverneurs qui sont pour la plupart soit des membres du RDPC, mais en tout cas proches de l'idéologie du parti. Vous avez un pouvoir qui a la totalité des ressources financières du pays, l'ensemble du sous-sol, la totalité du sous-sol, les forêts, jusqu'aux poissons dans les eaux, les animaux dans les forêts. Tout cela est sous le contrôle d'un ordre gouvernant qu'il est difficile de renverser en l'état actuel des choses. Si vous ajoutez à ça le fait que l'ordre gouvernant en place est propriétaire de l'ECAM et est propriétaire du Conseil constitutionnel, je me demande bien comment est-ce qu'un parti esselé, je ne dis pas que c'est impossible, je me demande comment est-ce qu'un parti esselé peut réussir à renverser un tel ogre qui est solidement installé et qui est totalement agrippé à la nécessité de défendre bec et ongle jusqu'à la mort ce qui lui reste de privilèges, d'immunité, de licence et de monopole. Dans la configuration actuelle, il me semble que essayer de construire un consensus des forces de l'opposition, en tout cas des forces du changement, parce que dans l'opposition aussi, ce n'est pas tous les partis de l'opposition qui sont pour le changement. Il y a des partis politiques qui sont là pour faire le jeu de la majorité et qui vont en réalité divertir l'opposition qui veut effectivement arriver au changement. Mais ceux qui sont persuadés qu'effectivement nous sommes arrivés à une période de notre histoire où on a besoin d'une alternance, on a besoin d'une offre politique nouvelle, ces forces-là doivent se mettre ensemble et travailler ensemble. Et cela est possible si les différents acteurs sont de bonne volonté et si ces acteurs comprennent que l'intérêt du peuple doit être au-dessus des intérêts partisans et des intérêts égoïstes de certains leaders de formation politique. En tout cas, je suis persuadé que cette union, elle est possible. Elle est possible si les uns et les autres mettent de côté leur ego et pensent à l'intérêt général. Mais on a toujours vu que dans l'espace camerounais, de nombreuses figures de l'opposition sont toujours aux abonnés absents au moment les plus importants, là où on attend que la carte de l'intérêt puisse primer sur les intérêts individuels. Alors, Soulé, sommes-nous à écouter l'analyste politique Dr Richard Macron, sommes-nous si loin du scénario Diomaye Faye, Sonko, Sénégal? Diomaye Faye, Sonko était en liste avec plusieurs autres candidats de l'opposition. Mais ils ont su travailler autrement cette candidature pour remporter, pour battre Macky Sall. Donc il n'y a pas là-bas une candidature unique de l'opposition. Et je voudrais dire à mon très cher frère, que je respecte. Mais là, c'est l'opposition quand même qui réussit à détrôner le parti au pouvoir. C'est pour ça que je dis, mais là-bas, il n'y avait pas une candidature unique. C'est pour ça que je dis en fait qu'on n'a pas besoin de ça. Au Cameroun, Richard, vraiment, excuse-moi, pardonne-moi de prendre ton contre-pied pour dire que l'opposition camerounaise actuelle ne peut pas aller vers une candidature unique. Et pourquoi? Ça sera l'occasion, c'est un mauvais rêve, ça sera donner l'occasion, n'est-ce pas, au parti, au pouvoir, de les battre à plate couture. Simplement parce que parce qu'il faut vraiment revoir, convoquer l'histoire. 1992, tout s'est joué. Les législatives,
l'opposition a gagné, mais on a vu ce qui s'est passé. L'opposition n'a pas pu tenir. Ils ont été achetés, entre guillemets, par le pouvoir. Et en 92, la présidentielle, jusqu'aujourd'hui, la victoire de M. Biya est contestée. On a vu Foundi, qui était pratiquement un opérateur automatique, parce que quand il est arrivé, il a eu l'appui des pouvoirs de l'Union des forces pour le changement, mais ce n'était pas une candidature unique, il a presque battu le président en place. Mais on sait comment ça s'est passé pour qu'il ne parvienne pas à prendre le pouvoir. Donc, si à ce moment-là, où il y avait les grands leaders de l'opposition, n'est-ce pas, les grands, hein, parce qu'on a vu quand même si ils ont joué comme ils ont joué, on a vu les Damou Damdouya, les Bello Bouba qui est entré carrément, on a vu beaucoup de gens à ce moment-là, mais ils n'ont pas pu battre le président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars du parti au pouvoir sont entrés au labo depuis. Ils ont dit plus jamais ça. Plus jamais cette surprise désagréable de 92. Vous ne pouvez pas me dire que presque 30 ans après, vous pensez encore à une candidature unique de l'opposition, alors qu'on n'a plus les leaders charismatiques d'antan. Et puis, vous avez cité 2 ou 3 noms. Mon éducation, ma pudeur et mon élégance. N'est-ce pas, politique m'empêche de citer, parce que je n'ai pas envie de dire que c'est une imposture. Ces gens que vous avez cités passent le temps, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, à insulter, à cogner sur les candidats qui pourraient être les candidats crédibles de l'opposition. Comment pouvez-vous, chaque jour, de plateau en plateau, insulter Maurice Kamto, insulter Cabral, qui était quand même le 2e et le 3e à la présidentielle de 2018, et penser que vous pouvez signer une déclaration, les appeler à vous rejoindre? C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve que de penser que ces gens-là, qui sont indignes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent? Rien. Comment vous ne représentez rien et vous appelez, n'est-ce pas, à la signature d'une déclaration où vous donnez peut-être un ensemble d'éléments pour appeler à la candidature unique? La candidature unique ne peut pas régler, la candidature unique de l'opposition dans le contexte actuel ne peut pas régler, ne peut pas battre Paul Biya. Parce que ne parlons pas de Paul Biya comme si c'était quelqu'un qui avait un mandat ou 2, mais c'est quelqu'un qui détient le pouvoir depuis 42, 43 ans. Ça veut dire qu'il connaît toutes les batailles, tous les circuits. Ce qu'il faut faire, Bouba, c'est qu'il faut mettre une grande vigilance sur les camps. Il faut neutraliser Atangandi. Parce qu'aujourd'hui, il est l'homme qui disperse toutes les énergies, qui recrute même, qui divise les partis de l'opposition. Il faut le neutraliser et il faut prendre, n'est-ce pas, en conscience que la préfectorale est un danger. Parce que c'est l'administration préfectorale qui parfois prend le dessus sur Elekam. Vous avez vu le ministre Atangandi convoquer le DG de Elekam. Et je voudrais chuter en disant, quand j'ai cité cela, il faut la surveillance. Il faut mettre en place un dispositif de surveillance à régner dans les bureaux de vote. Que les gens contrôlent leur bulletin, depuis le bureau de vote jusqu'à la préfectorale. C'est ça. N'est-ce pas, en mettant un accent. On pourrait parvenir à déloger le monde qui... Alors, Fridolin, on en viendra tout à l'heure à la thématique principale, on parlera du climat social, mais est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez un peu le landerneau politique, avant cette période même d'élection, dont une période pré-électorale, vous voyez un peu les tendances, vous voyez un peu les alliances, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe là dehors, c'est un prélude à ces élections-là, ce qui fait un peu monter le mercure?
je pense que, très humblement, Richard Macon a donné une idée. Il soutient cette approche. Soul pense aussi que non, ça peut se jouer. Mon avis est que, à l'heure actuelle, celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Et vous avez cité des gens là, j'ai un peu discuté avec certains et j'ai un peu cheminé avec celui qui est sorti avec les autres, avec tous. J'ai discuté avec tous. En l'état, Biya ne va pas perdre le pouvoir à travers le vote. Ils sont prêts à tuer. Ils ont même déjà calculé le nombre de Camerounais qui vont sacrifier, des milliers de Camerounais qui vont sacrifier. Donc c'est illusoire de penser qu'ils doivent quitter le pouvoir à travers les élections. Il y aura soit une révolution intérieure au système, soit une dynamique révolutionnaire, peut-être à la suite de l'élection. Peut-être à la suite de l'élection, parce que si les forces intérieures réussissent à travers même des leaders, de ces leaders politiques ou bien les leaders de la société civile que nous sommes, si on réussit à faire pression, parce qu'ils vont gagner les élections présidentielles, si on réussit à faire une pression coordonnée avec la diaspora, ou c'est lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui est le mieux outillé. On ne veut pas savoir, même si on a eu parfois des divergences, je crois que celui qui est le mieux outillé maintenant, c'est Maurice Kamto. Ça, c'est votre opinion. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut vous surprendre, ça peut surprendre beaucoup de téléspectateurs, mais celui qui est le plus outillé, qui est, à mon avis, qui a un minimum de conviction malgré toute l'histoire. Parce que la force de ce régime, c'est discréditer les gens. La force de ce régime, c'est banaliser les compétences. Ce qu'on reproche le plus à ce régime, ce n'est pas tant cette corruption, ces tueries en masse. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir ravalé la compétence, la moralité, le bon goût au rang de paillasson, de l'ignorance et de l'incompétence et du satanisme, en fait. Donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, toutes ces mesures dont on parlait tout à l'heure, à travers les actes immoraux d'Atanganji, immoraux de Galat Setoga, immoraux de certains services, c'est pour asseoir la peur. C'est pour asseoir la démission. Parce qu'ils veulent que le peuple démissionne. Mais la force d'un peuple, c'est d'agir comme un fauve. Vous savez ce que font les fauves? Ils laissent sa proie paître pendant longtemps. Et la proie rumine, parfois avec la galanterie par sa queue, mais le peuple comme fauve attend. Et le peuple amplifie son plaisir de tuer, amplifie son appétit de bouffer du tyran à travers sa patience. Donc que le pouvoir en place sache qu'ils vont gagner les élections par leur manœuvre. Mais il y a quelque chose qui va demeurer. C'est cette soif inextinguible du peuple qui va boire ce sang. Quand il le dit, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est les mots qu'il faut comprendre comme dans une sorte de littérature. Moi, je suis un écrivain. Mais pour comprendre que, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience que les autres ont déjà perdu beaucoup de sang, que le peuple et les citoyens ont déjà perdu beaucoup d'avenir, et qu'il n'est plus question de toujours de gagner, jusqu'à purger le peuple de ses meilleurs produits. Notre rôle là, c'est dire à l'opposition, et je vais terminer par là, dire à l'opposition, voilà, faites pression, dire à Maurice Kamto, continuez à faire pression, dire à la diaspora, continuons à nous organiser, ils vont voler les élections, c'est sûr et certain, parce que Atangandji et toute l'armée de leurs militants, ce n'est pas l'armée, hein, les armées de leurs militants, ils vont continuer à piller et à accumuler le pactole pour corrompre les faux opposants. Nous devons nous réunir après le vote, après cette victoire déclarée, pour dire massivement non, et que les leaders politiques, les leaders associatifs, les leaders de la société civile prennent le relais avec la diaspora pour qu'on rende ce pays comme il doit être, c'est-à-dire ingouvernable par les faucons du régime actuel. Alors Jean-Baptiste Atemengue, quand on écoute Dr Fridolin K, est-ce qu'il ne rejoint pas la sortie
de votre secrétaire général, Jean Kouété, qui a fait une sortie au lendemain de la présentation des vœux au président de la République, disant que l'opposition est en train de tout faire pour non seulement discréditer le candidat, Paul Biya, s'aimer la terreur, la peur au sein de la population pour, à la fin, ne pas reconnaître les résultats des urnes. Oui, je pense qu'il y a une entreprise de disqualification du régime démocratique qui est en marche, mais nous devons rester des démocrates. Nous devons rester des démocrates. Il faut défendre la démocratie avec toutes ses valeurs, la tolérance et ses vertus de pacification du jeu politique. C'est ça le but de la démocratie, ne pas accéder au pouvoir par la force, mais par la délibération et la libre expression de la souveraineté du peuple. Le rituel électoral est ainsi fait au suffrage universel direct. Chaque citoyen, en son âme et conscience, doit pouvoir choisir ses représentants en démocratie représentative à tous les échelons de l'État. Et on est à 6 mois de la convocation du corps électoral. Ce n'est pas à 6 mois qu'on peut rêver de bouleverser ou de renverser un système politique qui est assez bien implanté sur le terrain comme le nôtre de RDPC. Je pense que l'opposition réagit tardivement. Et sachant que les chances de l'opposition sont très sont limitées, on s'achemine effectivement vers ces discours de disqualification, de fraude présumée, de délégitimation du pouvoir que nous pourrons gagner démocratiquement parce que les Camerounais vont s'exprimer, certes dans des conditions sociales assez difficiles, mais je crois que le docteur Macron disait tout à l'heure, il faut, pour convaincre les électeurs, il faut soit un leader charismatique. Nous en avons un qui fait l'unanimité chez nous. L'opposition cherche un leader charismatique qui ferait l'unanimité de leur côté, l'adversaire, chez nos adversaires. Mais au-delà du leader charismatique, il faut un programme, un projet de gouvernement au moins minimal. Et c'est ça qui peut crédibiliser une démarche politique pour convaincre les électeurs. Et là, l'opposition n'est pas prête à 6 mois des élections, nous le constatons. Bon, nous nous préparons de notre côté, mais il faudrait que le jeu démocratique en octobre soit transparent et apaisé. Est-ce que c'est pas, quand vous dites que l'opposition n'est pas visiblement prête, est-ce que c'est pas parce que tout ce qui concerne l'appareil administratif, l'appareil étatique, tout ce qui va avec le processus électoral, est-ce que c'est pas parce que tout ça, comme l'a dit d'ailleurs le docteur Richard Macron, est totalement acquise à la cause du RDPC? Non, il faut prendre du recul. Chaque fois que, quels que soient les pays, il y a des constances. Je veux dire, vous avez pris des exemples du Sénégal tout à l'heure. Vous avez vu une démarche collective qu'un candidat puisse se substituer à un autre artérien parce qu'il y avait une assise et une construction patiemment faite par une équipe solidaire. Et nous avons une opposition qui n'arrive pas à jouer le même coup, le même jeu. Si ailleurs ça a été possible, il y avait aussi une administration politique. Il y a des préfets, des gouverneurs au Sénégal. Il y a, ou dans d'autres pays au Bénin, où il y a eu des alternances démocratiques. Il y a des ministres qui étaient en poste, qui avaient une légitimité politique ou administrative, mais l'opposition là-bas a su convaincre. Et donc c'est une démarche que nos adversaires doivent faire
Mais ce n'est pas 6 mois d'une élection présidentielle, ça se construit. Nous avons un ensemble d'élus. Vous avez pris, revenons à l'exemple du Sénégal, dans l'opposition, il y avait des élus. Sonko était un élu important au suffrage universel direct avant les présidentielles. Donc, il a une certaine légitimité déjà. Mais lorsque vous allez à une élection avec un candidat à l'élection présidentielle qui n'a jamais été élu ou qui a 0 élu dans ses rangs, donc aucun membre de son parti n'a une légitimité ni une assise de gestion, même à un niveau local. Mais comment vous voulez avoir une crédibilité suffisante pour gagner une élection présidentielle? C'est peu probable. Mais bon, on verra comment ça va se jouer. Mais nous avons un ensemble d'atouts et nous allons nous battre avec notre candidat pour que le jeu démocratique est ouvert. Puisqu'il y a une possibilité de surveiller les élections, il y aura des observateurs internationaux comme d'habitude, je crois que tout se passe. Moi, quand on parle de fraude électorale, ça me surprend beaucoup parce que souvent j'ai assisté à ces rituels, c'est tellement transparent. En 2018, il y a eu des discours après inadmissible dans un système démocratique, l'autoproclamation de victoire, ainsi de suite. Mais ceux-là même qui jouent à ce jeu antidémocratique, ils le reconnaissaient parce que là où ils avaient des représentants, au niveau des dépouillements bureau par bureau, ils reconnaissaient ces résultats. Voilà. Comment vous lui donnez le temps? Non, c'est pas juste. S'il vous plaît. C'est pas juste. Moi, je vous fais observer que vous n'êtes pas équitable. Par souci. Non, c'est pas normal. Par souci. Vous ne l'interrompez pas. Vous êtes là, vous écoutez, tout le monde écoute ce qu'il raconte. Même s'il raconte ce qu'il raconte là, je ne vais pas qualifier ça. Mais vous le laissez parler. Mais quand il faut qu'on commence à parler, vous interrompez les gens. C'est pas gentil, c'est même pas élégant. D'accord. Merci pour cette précision, mais je voulais dire que par souci d'équilibre, on vous a donné, à vous tous, chacun un temps d'antenne, et vous n'êtes forcément pas du même bord politique. Lui, il est du RDPC. Donc, étant du RDPC, après avoir chargé le RDPC, il est de bon ton, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous me posez, vous faites une remarque, et je vous donne la réponse à votre remarque, sauf si vous ne voulez pas que je vous réponde également. Alors, Jean-Baptiste Atemenge, je crois que le temps qui vous étiez imparti est arrivé à son terme, avant que Fridolin Kane intervienne. Je voulais relancer, par contre, Dr Richard Macon, avec ce corollaire, parce que cette question du consensus autour d'une candidature à l'élection présidentielle a un corollaire également avec le climat social qui prévaut actuellement au Cameroun. Est-ce que quand vous voyez un peu le mercure monter de part et d'autre, on a vu tout à l'heure les images qui nous venaient de l'extrême nord. Cette semaine encore, on a suivi avec beaucoup de désolation ce qui s'est passé du côté de Cotin et même du côté de Banjok, la situation avec les employés. Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais, ça monte, ça enfle de plus en plus? Bouba, je pense qu'on n'a pas attendu les événements de cette semaine pour constater que le mercure était monté. Je crois que au Cameroun, le mercure est monté depuis trop longtemps. Je suis même persuadé que le thermomètre ne marche plus. Parce qu'il est constant que lorsque le mercure est trop monté, un thermomètre qui fonctionne normalement, sous la pression du mercure, il explose. Un thermomètre qui reste éternellement avec une température élevée est un thermomètre qui est dysfonctionnel. La situation du Cameroun est une situation extrêmement délétère. Et c'est pour ça que moi, le débat sur l'élection présidentielle, en réalité, c'est un débat auquel je participe par civilité et par correction. C'est un débat qui me semble inutile. D'abord parce que quelle que soit la configuration, le RDPC va gagner. Et ce n'est pas faire injure au mérite des forces de l'opposition. Dans la configuration actuelle, il est quasiment impossible
de gagner le RDPC. Parce que même si vous gagnez, on va déclarer que le candidat du RDPC a gagné. Et vous n'avez pas la possibilité de faire autre chose. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas le contrôle de l'ECAM, vous n'avez pas le contrôle du Conseil constitutionnel où on va déclarer que tous les recours de l'opposition sont irrecevables. Donc, quel que soit le schéma, vous ne pouvez pas gagner. Et donc, pour moi, le débat sur l'élection présidentielle est un débat vraiment qui me semble secondaire. Parce que je pense que le tout n'est pas de gagner. Qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir qu'on a obtenu? Quand on a gagné et qu'on a eu un mandat, qu'est-ce qu'on fait du mandat qu'on a obtenu? Le Cameroun est aujourd'hui gouverné par l'une des plus vieilles autocraties de l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure, on parlera des questions relatives à la jeunesse. On va discuter de la jeunesse avec des gens qui ont, avec des septuagénaires, des octogénaires et des nanogénaires qui discutent des questions des jeunes. Ce qui est déjà l'un des paradoxes et qui, du point de vue même de l'image, choque qu'on vous dise que c'est des gens, des octogénaires qui discutent de l'avenir de leurs enfants. C'est un pouvoir extrêmement vieux, fatigué, qui, depuis pratiquement 10 ans, est dans l'incapacité à résoudre les problèmes des Camerounais. Ce n'est pas simplement la question des jeunes, même effectivement les jeunes sont au cœur de la préoccupation, des préoccupations de ce pays. Mais c'est un gouvernement qui n'a pas de solution. Dans tous les secteurs donnés qui ont échoué. Dans le secteur de la santé, ça a échoué. Dans le secteur de la salubrité publique, le Yaoundé est une poubelle géante, ça a échoué. Dans le domaine de l'économie, ça a échoué. La pauvreté, l'exclusion, le nombre de Camerounais qui marchent seuls en parlant dans la rue a explosé ces 10 dernières années. Un gouvernement qui n'a pas de solution. Et de façon objective, le climat il va monter. Parce que pourquoi est-ce que le climat monte? Le climat monte parce que le nombre de Camerounais qui sont défavorisés, le nombre de Camerounais qui sont déclassés, qui tombent dans la grande pauvreté chaque jour ne fait que s'augmenter. Vous avez donc un gouvernement d'un côté qui est dans l'incapacité à résoudre les problèmes des Camerounais, et vous avez des Camerounais qui sont dans un environnement où il y a d'opportunités à réussir seul. Lorsqu'un Camerounais a trouvé une niche, une opportunité pour s'auto-construire, qu'est-ce qu'il subit? C'est la pression fiscale. Parce que lorsqu'un gouvernement est improductif, il est dans l'incapacité de dynamiser le secteur public, à créer des opportunités pour que les opérateurs économiques créent de la richesse. Et que sa seule solution pour réussir à renflouer les caisses, c'est la pression fiscale. Ça a des conséquences sur non seulement les entreprises qui sont dans l'incapacité de produire et être compétitives, mais aussi sur les simples citoyens qui ne trouvent plus de simples activités pour s'en sortir. Vous avez donc une malgouvernance chronique. Le nombre de détournements n'a jamais augmenté comme ces dernières années. On avait, pendant un moment donné, espéré que la lutte contre la corruption qui avait été lancée allait porter des fruits. On a arrêté quelques malchanceux. Mais le plus grand nombre de voleurs est toujours en poste, sans qu'il y ait des actions pour les attaquer. Les détournements de deniers publics, la corruption a gangréné l'ensemble du système, la malgouvernance est chronique, et même des choses élémentaires lorsqu'on conduit des politiques publiques, comme les instances de médiation, des espaces de discussion n'existent plus. Parce que comment vous pouvez imaginer que dans un contexte où on dit qu'il y a décentralisation, et on a la chance qu'on a un maire qui est plutôt quelqu'un de très libre, malgré le fait qu'il soit du RDPC. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense avec une certaine indépendance qui, je suis sûr, lui cause tous les problèmes du monde. Dans un système où on dit qu'il y a de la décentralisation, vous ne prenez pas un type de mesure comme celle qui a été prise dans le Nord. Vous décidez par décret un matin que vous allez créer un parc quelque part. Est-ce qu'il y a eu des concertations avec les élus locaux? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre les élus locaux et les populations sur les sites desquels on va créer le parc? Ce sont des espaces où des populations tirent l'essentiel de leurs ressources, que ce soit des ressources alimentaires, parce qu'ils cultivent là, c'est l'endroit aussi où ils élèvent le bétail, c'est l'endroit en fait duquel ils dépendent leur subsistance au quotidien. Mais 2 ou 3 fonctionnaires, ça sert à Yaoundé, décident comme ça, du pif un matin, décident de signer un décret qui crée un parc dans un espace dans lequel il n'y a pas eu de concertation.